Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un réel honneur et un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce nouveau séminaire du Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, l'ASPAD. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à cette rencontre scientifique. Nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un thème à la fois fondamental, transversal et sensible, le handicap et l'action publique au Sénégal. Il s'agit d'une problématique qui interroge directement les fondements de l'État social, la portée de l'effectivité des droits fondamentaux, ainsi que la capacité de l'action publique à prendre en charge les situations de vulnérabilité. Avant d'entrer dans le cœur de notre réflexion, permettez-moi de dire brièvement quelques mots sur le LASPAD. Le LASPAD est un laboratoire de recherche interdisciplinaire rattaché à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il développe des travaux scientifiques portant sur des enjeux majeurs des sociétés africaines et diasporatiques contemporaines, notamment le genre, la démocratie, la vulnérabilité, le terrorisme, ainsi que le handicap. Le laboratoire accorde une importance particulière à la formation des jeunes chercheurs, au dialogue scientifique et à la diffusion des savoirs au-delà du cadre strictement académique. Ainsi, les séminaires que nous organisons s'inscrivent pleinement dans cette dynamique. Ils visent à valoriser les travaux doctoraux, à favoriser les échanges entre chercheurs, praticiens et décideurs, et à créer un espace de réflexion collective autour de problématiques sociales structurantes. Permettez-moi de me présenter. Je me nomme Pape Samba Sidibé, doctorant en sciences juridiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Mes travaux de recherche portent sur la protection des personnes handicapées au Sénégal avec un intérêt euh, particulier pour la question du handicap dans l'action publique. À cet égard, il convient de souligner que des avancées notables ont été enregistrées sur le plan politique et normatif. Ces progrès se traduisent par l'adoption de politiques publiques visant à promouvoir et à protéger les droits des personnes handicapées. Parmi les principales initiatives de l'État du Sénégal, on peut citer notamment la politique de la réadaptation à base communautaire mise en œuvre à travers le programme national de réadaptation à base communautaire depuis 2006, ainsi que la carte d'égalité des chances qui constitue aujourd'hui un instrument central de la politique nationale du handicap, tout en soulevant d'importants questionnements relatifs à ses effets, à ses limites structurelles et aux logiques d'acteurs qui entourent sa mise en œuvre. C'est précisément autour de ces enjeux que s'inscrit ce séminaire. Notre objectif est d'analyser la manière dont le handicap est construit, intégré, opérationnalisé dans l'action publique au Sénégal. Il s'agira notamment d'interroger les enjeux politiques et institutionnels liés au handicap, les mécanismes de l'action publique à travers les orientations politiques, les programmes publics et les stratégies gouvernementales, les acteurs impliqués étatiques comme non étatiques, ainsi que les obstacles et limites structurelles qui entravent l'effectivité des politiques publiques en faveur des personnes handicapées. Ce cadre d'échange se veut un espace privilégié de croisement des regards entre analyse académique et expérience de terrain, afin de mieux appréhender les réalités vécues par les personnes en situation de handicap et de réfléchir collectivement à des solutions concrètes, durables et inclusives. Pour enrichir cette réflexion, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir M.
Abdoulaye Mamadou Mbow, conseiller en travail social et formateur, actuellement directeur des études et des stages à l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, ENTSS. Professionnel chevronné du travail social, il exerce les fonctions de chef de service régional de l'action sociale de Dakar, après avoir occupé le même poste dans la région de Kédougou entre 2012 et 2016. En 2019, il a également été chef de département du second cycle de l'ENTSS, titulaire d'un master 2 en travail social spécialisé. M. Mbow a par ailleurs assumé la fonction de président de la commission formation de la RADO de 2004 à 2005, témoignant de son engagement constant en faveur de la formation et du développement du secteur social. M. Mbow, le décor étant planté, nous vous donnons la parole. Merci. Voilà, merci. Merci donc, Papa Alassane. Merci donc à tous les membres de ce laboratoire. Et merci également de l'honneur que me fait le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora de porter son choix sur moi pour partager un peu quelques points sur le handicap au niveau de notre pays. Et vous avez raison de parler un peu de ma petite expérience en tant que chef de service régional de l'action sociale, mais également en tant que formateur au niveau de l'École nationale de travail sociaux spécialisé. Et c'est les questions de handicap, c'est des questions qui m'intéressent parce qu'étant déjà enseignant au niveau de la région de Tamba, j'étais donc le chargé de communication de l'Alliance nationale pour la promotion des albinos du Sénégal. C'est là où vraiment le virus m'a piqué pour que je puisse un peu comprendre, si vous voulez, les conditions dans lesquelles vivaient ces personnes, comprendre également quels sont les mécanismes qui sont mis en place par nos gouvernements pour voir, si vous voulez, pour satisfaire un peu les besoins de ces populations, mais comprendre également, si vous voulez, tous les enjeux et tous les acteurs qui tournent autour du handicap. Donc, je me plais vraiment d'introduire, bien de partager ma petite expérience en la matière et je sais que c'est juste un débat. Je salue également le coordinateur, donc nos patrons de Gaston Berger et tous les internautes qui participent à cet atelier-là, à cette communication, à ce séminaire. Et je pense que je vais juste partager ma communication qui s'articule autour des points suivants. Partager. Alors, voilà donc pour la communication. J'ai choisi comme plan, si vous voulez, d'abord de faire une petite introduction dans laquelle je voudrais rappeler juste le contexte dans lequel nous sommes. Vous avez tous suivi récemment le comité interministériel le conseil des ministres du gouvernement du Sénégal, il y a de cela 2 mois, qui demandait également à ce qu'on accélère la mise en place des documents juridiques, mais également les politiques qui sont mises en place en faveur des personnes handicapées. Mais dans cette introduction, bon, comme certainement ceux qui nous suivent sont de trajectoires différentes, j'ai pensé revenir un peu sur les perceptions que les gens ont des personnes handicapées. Alors, dans la première partie également, je vais revenir un peu sur la définition qu'on donne un peu du handicap en partant de la définition médicale pour arriver à la définition sociale, montrer un peu comment le handicap est défini et finalement, in fine, quelle est la définition qui est retenue de façon générale par les conventions, par notre constitution, mais également par la loi d'orientation sociale. Et également partager les éléments de statistiques récentes pour qu'on ait une idée un peu de l'ampleur de ces personnes au niveau de notre pays. Dans le grand 2, j'ai un peu rafraîchir la mémoire de ce que vous savez, c'est de parler un peu de la situation des personnes handicapées de façon générale, que ce soit les enfants, les femmes et les hommes, quelles sont les conditions dans lesquelles elles vivent à travers notre capitale, mais également à travers les régions. Je le fais
parce que peut-être là, je le dis, après avoir quand même tout le temps partagé un peu beaucoup de rencontres avec la Fédération sénégalaise des associations, permet un peu de revenir un peu sur la convention sur le handicap, la loi d'orientation sociale, mais également sur le système de gouvernance qui est mis en place au niveau de notre pays à travers les ministères et à travers également d'autres acteurs. Alors maintenant, par rapport également à la stratégie de gestion du handicap, et je pense que Pape Alassane l'a annoncé, je vais mettre l'accent un peu sur le programme national de réadaptation à base communautaire et vous dire concrètement sur le terrain qu'est-ce qui est fait pour avoir un peu pratiqué ce programme, que ce soit le PNRBC, que ce soit le PAPSEC, programme d'accélération pour la position de la carte d'égalité des chances, que j'ai eu quand même la chance d'exécuter pendant au moins 5 ou 6 ans. Concrètement, ce que ça donne sur le terrain et les limites et les difficultés que nous rencontrons. Ça, c'est vraiment les stratégies. Donc, je vais aussi donner les différents volets qui sont mis en œuvre au niveau de notre pays et également terminer par des perspectives au niveau de la conclusion. Alors, pour l'introduction, tout à l'heure, je disais que il me plairait de parler un peu du handicap dans ses différentes acceptions. Tout le monde sait que pour la plupart, le handicap est considéré souvent dans nos sociétés comme étant un mauvais esprit. Les gens ont tendance également à penser qu'une femme qui met au monde des enfants handicapés, ce serait vraiment une sanction divine, certainement qu'elle a porté, qu'elle a commis des fautes, qu'elle n'a pas été loyale et fidèle à son mari. Ce qui fait que chaque fois que vous avez un enfant handicapé, vraiment dans nos sociétés, pour la plupart, vous étiez marginalisés et ces enfants, même dans certaines sociétés, étaient vraiment sacrifiés et même tués. C'est également le handicap, c'est également une sanction sociale, d'autant plus que toutes les femmes handicapées et même les personnes handicapées sont stigmatisées. Et souvent également, on dit que le handicap porte la guigne. Et vous voyez tout le temps dans nos sociétés, les personnes qui sortent des maisons, chaque fois qu'ils rencontrent ou bien qu'elles rencontrent des personnes handicapées, elles ont tendance à retourner ou bien à dire parce qu'elles pensent que ce serait une mauvaise journée d'avoir rencontré ces personnes handicapées-là. Donc, vous voyez un peu tous les stéréotypes qui tournent autour du handicap dans notre pays. Alors, il y a aussi des pouvoirs surnaturels et des richesses et bonheurs qui sont accordés aux personnes handicapées. Je vais donner juste l'exemple des albinos. Vous savez très bien que dans nos sociétés, pour la plupart, beaucoup pensent que l'albinisme est lié un peu au pouvoir. Et vous vous rappelez certainement pendant les élections des années 2000, ces enfants albinos qui étaient tués un peu au niveau de au niveau de la capitale sénégalaise, parce que dans l'acception de certains politiciens, si vous sacrifiez ces enfants albinos, vous prenez leurs organes, ça vous permet vraiment d'accéder au pouvoir. Et comme votre laboratoire en parle, et quand même, c'est des considérations que nous devons creuser pour voir exactement dans leur subconscient pourquoi ils pensent que, si vous voulez, ces albinos-là portent bonheur en termes de pouvoir. D'autres également pensent que quand vous vous accouplez avec les femmes albinos, souvent vous avez tendance, si vous voulez, à devenir riche, à avoir beaucoup d'argent. Et je me rappelle, il y avait une fille, pour ceux qui fréquentaient un peu la place de l'indépendance, vous savez bien, il y avait une très belle fille albinos qui était dans les parades, mais chaque fois en état de grossesse, on était obligé quand même, à l'époque, de mettre cette fille-là en relation avec les associations de femmes pour qu'elle puisse être accompagnée par rapport à sa santé de la reproduction, mais également par rapport également à son insertion pour qu'elle ne puisse pas rester dans la rue. Et on a vu également ce qui se passe dans l'Afrique de l'Est. On a vu la course vers les albinos chaque fois qu'il y a des élections ou bien chaque fois qu'il y a des enjeux au niveau de ces zones-là.
Alors, pour dire tout simplement que ces représentations ont une histoire dans n'importe quel pays, une géographie, et varient d'une culture à une autre. Donc, tout qui s'attache à trouver les causes des handicaps. Donc, ça veut dire que certainement, ils n'ont pas des explications, si vous voulez, scientifiques. Ils ne comprennent pas pourquoi la personne est handicapée. Et ce qui fait qu'il y a tout un mythe et il y a toute une stigmatisation, en résumé, qui entoure un peu les enfants handicapés. Et je peux même donner l'exemple de nous autres enseignants qui sont dans l'élémentaire et dans le moyen. Je me rappelle, donc, pour la plupart des collègues, quand ils préparent les examens professionnels, le CAP notamment, ils ne voulaient pas avoir si vous voulez, des enfants handicapés dans la classe au point qu'ils allaient échouer un peu à leurs examens professionnels. Mais progressivement, la science a commencé à réfléchir un peu sur le handicap. Alors maintenant, si on veut véritablement, si vous voulez, comprendre le handicap, il va falloir prendre un certain nombre d'éléments. Alors, le handicap se définit en fonction d'abord des facteurs personnels, donc parfois c'est lié à l'organe de l'individu et également à ses aptitudes, capacité à faire quelque chose ou bien capacité également à ne pas faire quelque chose. Et ce handicap également peut se définir par rapport aux facteurs environnementaux, c'est-à-dire le fait, vous voyez un peu souvent dans nos édifices, on met des rampes et parfois on les construit de n'importe comment parce que quand on met une rampe, l'idéal serait que la personne handicapée qui arrive, qu'elle puisse accéder directement au service sans obstacle aucune. Donc, ça veut dire que l'environnement dans lequel se meuvent ces personnes handicapées est extrêmement important dans la définition. Et également, il y a les habitudes de vie, la participation sociale, à toutes les activités. Si l'enfant handicapé est écarté, il est marginalisé à tout point de vue, cette personne-là ne peut pas véritablement participer aux activités. Et donc, pendant longtemps, il y a eu ce qu'on appelle, si vous voulez, la définition médicale du handicap. Ça s'est limité tout simplement aux aspects physiques, aux aspects organiques. Et progressivement, on a compris qu'on ne peut pas seulement se limiter aux aspects médicaux, mais également il y a les aspects sociaux qui interviennent dans la définition du handicap. Donc, la déficience, elle est là. Et c'est cette déficience-là qui permet de comprendre, si vous voulez, pourquoi on parle de handicap. Ce qui fait que progressivement, on est passé d'abord de la définition caritative, le fait de penser que c'est des gens à isoler, des gens à écarter. Ensuite, il y a eu les aspects médicaux qui sont pris en charge, donc des questions physiques ou physiologiques. Et ensuite, progressivement, on disait qu'il faut prendre en compte tous les obstacles, soit favorisants ou défavorisants, qui entrent dans le cadre des compétences ou des aptitudes de vie de la personne. Et au finish, on a retenu la définition suivante. Alors, par personne handicapée, on entend toutes les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables. Vous voyez un peu. Donc, ici, ce qu'il faut peut-être souligner, c'est le caractère plus ou moins temporel. Le durable, quand je dis durable, c'est un peu allongé dans le temps, dont l'interaction avec diverses barrières peut porter atteinte à leur pleine effective participation à la société sur la base de l'égalité. Donc, deux éléments, les incapacités physiques. Je donne un exemple, c'est une personne handicapée qui ne peut pas accéder à une salle, qui ne peut pas accéder à des services du point de vue de son handicap, ou bien qui a des soucis sur le plan mental. Donc, je ne reviens pas sur les types de handicap parce que je pense que ce n'est pas un peu l'objet de la communication. Et maintenant, si ces personnes-là, du fait de ces incapacités, du fait de ces déficiences, ne peuvent pas participer ni à la vie politique, ni à la vie culturelle, ni à la vie sociale, ni à la vie économique, et là, c'est véritablement de handicap. Donc, voilà la définition qui est retenue de façon générale. Alors, je vous donne également quelques éléments par rapport aux statistiques de 2023. Au niveau mondial, c'est vrai, il y a tout un débat souvent qui est agité par les membres de la FESAF, la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées, en parlant de 15% qui est souvent annoncé par l'Organisation mondiale de la santé. Mais pour nous autres, quand même, au Sénégal, comme notre référence en la matière, c'est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et vous savez bien que chaque fois qu'il y a le recensement général de la population de 76 jusqu'à maintenant,
vous voyez, on a tout le temps parlé des personnes handicapées. Et je pense quand même, le dernier recensement avant qu'il ne soit fait, je me rappelle, l'ANSD quand même s'est donné l'autorisation de rencontrer toutes les personnes handicapées parce qu'il y a beaucoup de catégories de handicap. Vous voyez, les malentendants, les sourds, les trisomies, si vous voulez, les visuels, les albinos, toutes ces personnes-là, à un certain moment, en fonction des critères qui sont définis, n'ont pas été prises en compte. Les difficultés de marché, d'entente, tout ça a été pris en compte quand ils ont rencontré les acteurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons, à partir des années 2023, nous dire qu'ils sont à 1 210 736, soit également 7,3% de notre population. Alors, maintenant, la situation des personnes handicapées, c'est juste quand même pour un rappel, parce que certainement vous connaissez. D'abord, c'est des conditions difficiles d'accès à l'éducation. Si je parle de l'éducation, tout le monde sait que même aujourd'hui, s'il y a des efforts qui sont faits par les différents régimes, comprenez que pendant longtemps, les personnes handicapées ne pouvaient pas accéder à l'éducation. Et ça se comprend aisément parce que dans les écoles de formation à l'époque, que ce soit dans les EFI, à l'école normale supérieure, quand on y était, vraiment, on ne recevait aucune formation par rapport à l'inclusion, à l'éducation inclusive de façon générale. Et deuxièmement, les difficultés d'accès sont liées également à la présence des infrastructures. Regardez les structures que nous avons qui prennent en charge ces enfants-là, les structures publiques. Vous avez le centre verbotonal, vous avez l'INEFJA, que vous avez également, à part ces deux structures-là, dont les capacités d'accueil ne dépassent même pas 7 par an. Vous imaginez tous les enfants handicapés qui sont au niveau national. On vous dit que il n'y a que 7 qui peuvent accéder. Donc, vous voyez un peu les difficultés parce que nous n'avons pas de spécialistes par rapport à l'inclusion. Je donne un exemple. Regardez aujourd'hui, quand vous prenez la langue des signes, les formateurs se comptent sur le bout des doigts. Il ne faut même pas les professionnels. Vous en avez 2. Vous prenez les orthophonistes, on n'a pas plus de 2 également au niveau national. Beaucoup de le braille également. Ouais, donc, à part maintenant ces structures de l'État, il y a quand même des tentatives privées, comme le centre Aminata Mbaye, comme les structures qui sont à Ziguinchor, les 2 structures. Il y a quand même également un réseau de centres privés. Nous avons presque 23 structures d'accueil d'enfants dans notre pays qui sont constituées en réseau. C'est comme, et voilà, j'ai oublié un peu le nom je voulais donner un exemple. De structures qui sont à Sokone, qui sont à Ziguinchor, qui sont à Dakar, comme Estelle, voilà, très bien. Donc, c'est des privés. Donc, ça, c'est un problème d'abord, le manque de spécialistes, le manque d'infrastructures, et ensuite également le matériel pédagogique, vous savez qu'il n'est pas adapté, et nous avons toutes les difficultés pour que ces personnes-là puissent accéder à l'éducation, même si aujourd'hui, quand même, le ministère de l'Éducation a un projet dans ce sens-là, en termes d'inclusion, et c'est déjà bien, en tenant aussi compte des privés, des privés qui sont en train d'investir dans le domaine. Alors, l'autre difficulté majeure également, c'est l'accès à la santé. Tout le monde sait que les personnes handicapées souvent ont des maladies qui sont des maladies extrêmement coûteuses, parfois très difficiles, au point que des spécialistes n'existent pas au niveau de nos structures sanitaires, et ensuite, elles n'ont pas de moyens. J'ai préféré aussi mettre en relief le cas des femmes, parce que toutes les rencontres que j'ai partagées avec les femmes, notamment le comité des femmes handicapées à l'époque par rapport à l'élaboration de leur plan d'action, vraiment, elles se plaignaient des conditions d'accueil dans les structures sanitaires, et également, elles disaient que vraiment, elles rencontrent beaucoup de difficultés lors des accouchements parce que le dispositif d'accouchement mis en place au niveau de nos structures sanitaires n'est pas adapté. Donc, sans compter maintenant également le regard stigmatisant d'un certain nombre, de certains personnels de la santé. Et quand même, c'est ce qu'elles ont l'habitude de dire souvent, pour vraiment que les maternités soient construites en tenant compte effectivement des types de handicap des femmes. Alors, l'autre condition qui me semble également intéressante, c'est les conditions difficiles d'accès à l'emploi. Alors, tout le monde sait que d'abord, c'est général.
c'est encore pire, c'est les personnes handicapées, même s'il y avait des réclamations en disant que, une recommandation, bien sûr, hein, ce n'était pas une obligation, à ma connaissance, de faire en sorte que 15% soit accordé aux personnes handicapées. Et récemment, même lors du dernier Conseil des ministres consacré aux personnes handicapées, je pense que le président de la République l'a rappelé. Et là aussi, je pense qu'il y a aussi des projets qui étaient allés dans ce sens-là. Quand j'étais au service régional de Dakar, il y avait le projet en phase qui avait été géré également par le Handicap International qui est devenu Humanité et Inclusion, où on avait pour chaque enfant handicapé, en tout cas, si vous voulez, un référent à l'insertion, mais également un travail social. Et vraiment, ça nous avait permis d'abord de former plus de 630 personnes et vraiment insérer après, avec l'appui non seulement de la FESAF, mais également de la Direction générale de l'action sociale, où nous étions. Et je trouvais que c'est un excellent projet. Malheureusement, compte tenu des moyens, ça n'a pas continué quand j'ai quitté. Et je pense quand même qu'ils ont des difficultés. Maintenant, il y a aussi des efforts qui avaient été faits sous les anciens régimes. On avait demandé à chaque ministère de recruter au moins des personnes handicapées. Et à l'époque, certains ministères comme la santé, comme la communication avaient commencé. Ça n'a pas véritablement continué. Au point qu'aujourd'hui, elles sont en train de réclamer également l'effectivité un peu de ces 15% dans les recrutements publics, mais également privés de notre pays. Alors, des conditions d'accès également aux instances de décision politique, sociale et économique. Alors, aux instances de décision politique, tout le monde sait que pendant longtemps, si vous voulez, les personnes handicapées qui étaient au niveau des instances n'étaient pas tellement nombreuses, excepté peut-être l'ancien président de la FESAF, Yadma Fall, qui était au niveau de Rufisque en tant que conseiller municipal, également à l'époque aussi au niveau du Conseil économique, social et environnemental, avec l'appui de Forum Jacques Diop. Vous avez également Santisen Agne, qui fut également maire. À part ces gens-là, on n'en avait pas beaucoup. C'est après qu'ils ont commencé à intégrer la sphère politique, et cela s'est fait avec l'appui, bien sûr, d'organisations internationales comme SideSaver, qui a financé un peu le processus de participation politique des personnes handicapées. Donc, c'était un projet où il fallait former d'abord, si vous voulez, les personnes handicapées sur le leadership, de comprendre également la sphère politique, de comprendre également l'importance d'accéder aux instances politiques, parce que dans le projet, il était question de leur montrer que si véritablement vous voulez que vos aspirations, vos besoins soient pris en compte, il faut que vous soyez dans les instances, que ce soit le conseil municipal, le conseil départemental, l'Assemblée nationale, le conseil économique, social et environnemental, le conseil des collectivités territoriales. Et je pense que certains même avaient accédé à ces instances, mais ça ne dépassait pas, si ma mémoire est bonne, 7%. Et ce même faisant, le processus a continué. Et aujourd'hui, je pense que lors de la dernière campagne électorale, nous avons vu tous les partis, en tout cas, faire en sorte que dans leur liste, qu'il y ait également des personnes handicapées. Et cela avec, bien sûr, la pression, et le lobbying, le plaidoyer des moins, la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées, aujourd'hui dirigée par Moussa Kare. Donc, aujourd'hui, nous avons, au niveau de notre hémicycle, des élus et qui représentent valablement les personnes handicapées venant de Touba, venant de Gossas et venant également de Dakar. Donc ça, c'est un processus qui continue. Au niveau également des décisions sociales, alors pour ces personnes handicapées, je pense que toutes les activités qui doivent être menées sur le plan social et culturel, de mon point de vue, aujourd'hui, elles sont en train de réclamer comment on appelle ça, de réclamer le droit. Et c'est à bon endroit, bien sûr, parce que au niveau des fédérations, de toutes les associations, je crois quand même aujourd'hui, même si on dit que le niveau n'est pas, c'est des gens qui sont déscolarisés, pas formés, je pense que c'est des choses à revoir. Si vous les fréquentez, vous vous rendez compte qu'au niveau de toutes les instances des personnes handicapées, les instances qu'elles dirigent, en tout cas, c'est toutes, je pense que c'est des intellectuels de haut rang,
des gens très expérimentés. Moi, j'ai eu la chance vraiment d'être accompagné par des personnes handicapées, au côté femmes, par exemple. Je tiens à remercier aussi Ndeye Dagal, qui était l'ancien président du comité des femmes. Je pense que nous avons eu la chance de bénéficier de leur expérience parce que c'est des enseignantes, c'est des gens qui ont toujours travaillé pour la promotion du handicap à tous les niveaux. Et chaque fois qu'ils faisaient des rencontres, ils m'invitaient. Ce qui fait que vraiment, j'étais vraiment au parfum vraiment de l'écosystème des personnes handicapées. Aux instances économiques également, regardez toutes les institutions de financement qui sont mises en place, que ce soit la DRFJ, FNPJ, ANPEJ ou d'autres. On remarque souvent que les conditionnalités qui sont posées ne permettaient pas aux personnes handicapées, si vous voulez, d'obtenir des financements. Et je peux donner un exemple concret. Et quand la DER était installée et qu'elle faisait ses tournées, les comités régionaux de développement, je me rappelle que, imaginez que c'était lors du dernier CRD, que comme l'ancien DG faisait partie de mes étudiants, mes élèves à l'époque, c'est moi qui ai attiré son attention sur les financements qu'on devait donner les taux, sur les taux qu'on donnait à cause de personnes handicapées, mais également sur l'âge. Et j'ai donné des arguments techniques pour dire attention, si vous limitez l'âge, non seulement elle tarde à aller à l'école, elle tarde à accéder à certains instants, donc il faudra également revoir les critères. C'est en ce moment maintenant qu'on a commencé à revoir un peu cette situation-là. Alors maintenant, là, je vais aller quand même un peu vite pour terminer sur les projets et programmes. Ça, c'est juste un plus de rappel. Parce que ça me semble important quand même de parler d'abord des instruments juridiques, notamment la Convention des droits des personnes handicapées, mais également de notre loi d'orientation sociale. Alors, j'ai parlé de la Convention en mettant en relief quand même quelques dates phares. Quelqu'un qui travaille sur les questions des personnes handicapées, vous ne pouvez pas quand même ne pas retenir ces dates-là. Alors, 1981, qui constitue l'année internationale des personnes handicapées, et le thème, regardez bien, c'était la pleine participation et l'égalité. Alors, ça veut dire qu'à partir de 1981, les Nations Unies ont pensé qu'il fallait dédier une année spéciale à, comme on le fait pour les femmes, comme on le fait pour les jeunes, une année aux personnes handicapées. Et l'avantage, c'était quoi? C'était pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur vraiment d'abord le handicap, mais également sur leur participation à toutes les activités, qu'elles soient économiques, sociales et politiques, mais également à leur donner, si vous voulez, leur pleine dignité à tout ce qui se fait. 93 maintenant, alors il y a eu des règles standards afin d'atteindre l'égalité des chances pour les personnes handicapées qui se basent expressément sur les droits humains internationaux. Alors pour rappel, quand les Nations Unies se sont réunies, il était demandé à une commission de penser vraiment à cela. J'ai oublié le nom de la dame, je pense qu'elle doit être norvégienne. Donc, elle s'est portée volontaire vraiment pour faire le document martyr qui a permis vraiment d'adopter ces règles standards-là de prise en charge des personnes handicapées. Et à partir maintenant de 2001, on a mis en place un comité ad hoc, donc un comité spécifique qui s'occupe un peu de la Convention internationale, qui allait un peu dans le cadre de la promotion et la protection des personnes handicapées, jusqu'au moment où la Convention adoptée en 2006. Donc voilà pour, excusez-moi, alors maintenant là, voilà juste le contenu de la Convention en résumé. C'est d'interdire toute forme de discrimination à l'égard des personnes handicapées. Donc là, c'est juste ça. Donc éviter de l'exclusion, faire en sorte que cette personne-là soit incluse du moins. Et on a vu que comment on est passé un peu d'abord à l'intégration, ensuite on est aujourd'hui carrément dans l'inclusion. Autrement dit, c'est de les impliquer en amont, en aval, sur tous les processus les concernant. Et d'ailleurs, je pense que vous connaissez un peu leur leitmotiv ou le slogan. Tout ce que vous faites pour elle, sans elle, donc, et contre elle. Donc, c'est ce qui fait que maintenant, si vous faites un projet pour les personnes handicapées, quelle que soit la région, quelle que soit également, il faudra impérativement que ces personnes-là soient impliquées, qu'elles donnent leur point de vue de façon générale. Alors, maintenant, rapidement, je parle de notre loi d'orientation de 2010
Et je pense que cette loi-là qu'on a votée en 2010, pour c'est quand même important de rappeler, parce que l'histoire aussi, elle est là pour nous éclairer. C'est un peu de rappeler, si vous voulez, que ça fait suite à un long processus. Autrement dit, je pense que ce sont ces personnes handicapées qui étaient membres de ces organisations-là, qui étaient vraiment des gens qui avaient le militantisme dans le cœur, des gens qui avaient un certain niveau. Vraiment, on réfléchit sur les textes, on fait beaucoup de communication, on fait beaucoup de formation, beaucoup d'informations, jusqu'à ce que ce poste-là, à la suite d'un lobbying, puisse aboutir. Et à partir de 2010, évidemment, si vous voulez, cette loi-là a été votée. Bon, c'est vrai que c'est un long combat qu'ils ont déjà gagné. La loi est là, avec ses différents articles, prenant en compte tous les aspects, si vous voulez, du développement de la personne handicapée. Maintenant, quand il y a eu la loi, naturellement, on s'attend à des décrets. Et dans leur proposition, je pense qu'il y avait 13 décrets qui se profilaient à l'horizon. Et je pense qu'il y a que, je crois, 2 ou 3 décrets qui étaient vraiment pris par le président de la République. Il reste beaucoup de décrets. Et aujourd'hui, je pense que le lobbying est en train de continuer pour qu'on puisse prendre en compte, si vous voulez, les préoccupations de ces personnes handicapées. Voilà. Et là aussi, c'est bien de rappeler quand même toutes ces personnes qui se sont tuées un peu, si vous voulez, pour l'aboutissement de cette loi. Je cite comme ça de nom. Vous avez Feu Labossissé, qui fut président de l'Association des aveugles. Vous avez aujourd'hui les Santi, les Ndé Daga, les Bandadjei, les Yadma Fall, Feu Oumar Diop, que je cite comme ça, et d'autres qui ne sont pas des personnes handicapées, qui étaient des travailleurs sociaux, qui étaient des politiciens, mais qui ont vraiment aidé au vote dimanche de cette loi-là. Donc ça, c'est important de comprendre un peu. Quand même, c'est quelque chose qui était le combat de ces personnes handicapées. Ouais, c'est pas tombé de ex nihilo comme ça, mais c'est tout un processus de communication, de formation, de plaidoyer, de lobbying à tous les niveaux jusqu'à ce que cette loi soit votée. Alors, toujours par rapport à la gouvernance du handicap, il est bon qu'on comprenne, ça c'est avec l'appui de mon collègue qui est au niveau de la Direction générale de l'action sociale, qui m'a partagé certains documents pour que je puisse quand même être à jour. Alors, pour un peu, c'est vrai qu'il y a un décret qui porte un peu sur les comités techniques parce qu'il fallait avoir des comités qui sont chargés d'instruire la carte d'égalité des chances. Il y avait également des comités qui devaient mettre en place la réadaptation à base communautaire. Donc, nous allons y revenir dans les programmes. Alors, vous avez, si vous voulez, dans l'organisation, il y a d'abord le comité technique national. Alors, quand je dis comité technique national, bien sûr, c'est un comité où il y a d'abord les ministères en charge de la tutelle des personnes handicapées, la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées, la FESAF, qui compte aujourd'hui plus de 28 associations, tout type de handicap confondu, qui se retrouvent au niveau du comité technique. Et quand je dis comité technique national, c'est un comité avec tous les secteurs, ça veut dire que tous les ministères sont représentés parce que la prise en charge des personnes handicapées, c'est quand même une prise en charge transversale. Ensuite également, au niveau des régions, nous avons ce qu'on appelle des comités régionaux multisectoriels. Donc ça, c'est le comité technique national, il est déjà mis en place. Moi, déjà, quand j'étais au niveau régional, les comités régionaux également étaient mis en place. Et dans ces comités, on faisait en sorte que tous les acteurs s'y retrouvent. Ensuite, également, vous avez les comités départementaux au RBC, donc parce que on se disait que comme la réadaptation à base communautaire, tout à l'heure rappelé par PAP depuis 2006, suite à la recommandation de l'OMS, et du fait de la transversalité de la prise en charge des personnes handicapées, il fallait que s'y retrouve la santé, l'éducation, la formation professionnelle, pour ne citer que cela. Et donc, ces comités sont mis en place au niveau de chaque département pour qu'on puisse prendre en charge soit l'éducation des enfants, la promotion des femmes, la santé, etc., le financement, tout ça.
et vous avez également les comités techniques, et vous avez également les chiffres. Vous avez également pour suivre un peu la gouvernance, pour montrer qu'il y a la volonté affichée de l'État d'aller vraiment à ras le sol, c'est que nous avons également au niveau des comités nationaux. Donc voilà pour la gouvernance. Maintenant, pour chaque comité, si c'est au niveau régional, bien sûr, il y a la présence du gouverneur. Au niveau des départements également, vous avez des préfets. Maintenant, au niveau des communes, vous avez certainement les maires, mais également, si vous voulez, les sous-préfets. Et de l'autre côté également, vous avez le conseil départemental. Ça veut dire pour coller un peu, si vous voulez, à la territorialisation des politiques publiques qui est en train d'être mise en place au niveau de notre pays. Donc voilà pour ce qui concerne la gouvernance. Alors, je parle également de la stratégie de la RBC. Et je pense que c'est le dernier document. Alors, pourquoi je parle de la RBC? Pour qu'on puisse comprendre. Alors, ici, actuellement, c'est réactualisé. Vous avez 3 piliers. Alors, le pilier 1, c'est tout ce qui renvoie aux instruments juridiques. Alors, voir un peu l'état d'avancement de la convention. Et pour rappel, pour ce qui concerne la convention, vous voyez, qui est ratifié et signé par notre gouvernement, ce qui fait que chaque 2 ans ou 3 ans, notre gouvernement se retrouve au niveau des Nations Unies pour présenter un peu, si vous voulez, son rapport par rapport à l'état d'avancement de la politique du handicap au niveau de notre pays. Et souvent, c'est le directeur général de l'action sociale qui, dans la mission, ensuite le directeur technique également, nous allons y revenir tout à l'heure. Il y a aussi également le pilier numéro 2 qui concerne également les institutions, comment faire en sorte que les ministères travaillent un peu sur l'inclusion en mettant en place la FESAF. Quand je dis FESAF, c'est la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées. OPH, c'est les organisations des personnes handicapées. Et pour la gouvernance, tout à l'heure, il faut également que je rappelle que dans la gouvernance du handicap, j'ai oublié de le dire, nous avons au niveau de la FESAF, qui est une fédération nationale, vous avez également des unions régionales. Dans chaque région, il y a une union régionale des associations des personnes handicapées, donc qui a ses ramifications au niveau département et également au niveau arrondissement, qui vous permet de travailler dans le secteur. De la même manière également, dans le cadre de la gouvernance du handicap, l'État a mis en place ce qu'on appelle depuis 2012, je crois, ce qu'on appelle la direction générale de l'action sociale, qui était ce qu'on appelle la DAS, la direction de l'action sociale. Pour montrer que les choses évoluent, on a mis en place la direction générale de l'action sociale. Et maintenant, cette direction générale également a des démembrements au niveau régional. Donc, il y a ce qu'on appelle, qu'on appelait à l'époque le service régional de l'action sociale. Maintenant, il y a eu un changement depuis 2 ans. Dans chaque région, nous avons ce qu'on appelle le service départemental du moins le service, la direction régionale de l'action sociale. Maintenant, c'est DRAS. En parallèle, vous avez la direction régionale de la santé, mais également la direction régionale de l'action sociale. Et au niveau des départements, vous avez également ce qu'on appelle le service départemental de l'action sociale. Et après le service départemental, vous avez ce qu'on appelle les centres de promotion et de réinsertion sociale, qui sont véritablement des structures à la base communale, qui permettent de prendre en charge toutes les questions de vulnérabilité en termes d'identification, en termes de ciblage, mais également en termes d'accompagnement et de réceptacle de toutes les politiques publiques au niveau de la base. Donc ça, quand même, c'est important à en parler au niveau de la gouvernance, aussi bien au niveau de l'administration, mais également au niveau de la fédération. Et souvent, ils travaillent ensemble. Alors, le troisième pilier maintenant, c'est les programmes qui sont mis en place. Et ces programmes-là qui sont mis en place, vous avez le plus souvent le programme national de réadaptation à base communautaire. Alors, ce programme de réadaptation à base communautaire, pour que vous puissiez le comprendre, c'est un programme qui a beaucoup d'axes. Alors, qui a beaucoup d'axes et qu'il y a un financement national avec l'appui des partenaires. Et il y a également des fonds qui sont injectés dans chaque région. Maintenant, ces fonds-là, ce programme, comme je l'ai dit, a plusieurs volets.
il y a un volet subvention aux associations, aux unions régionales. Vous voyez, il y a un volet subvention, si vous voulez, aux associations. Souvent, c'est vrai que pour vous montrer également les limites, il n'y a pas beaucoup de moyens. Imaginez que chaque région puisse bénéficier d'une subvention de 1 million. Regardez le nombre d'associations qu'il y a dans chaque région. Pour vous montrer peut-être que même si la volonté est là, quand même, il y a des limites vraiment sur le plan du financement, alors que les associations, aujourd'hui, en termes de gouvernance, doivent avoir le siège, doivent avoir leur projet et programme, doivent avoir leur plan d'action. Même s'ils l'ont au niveau de chaque association, que ce soit les moteurs, que ce soit les albinos, que ce soit handicap.sn, il y a beaucoup de structures, mais au moins que l'État les accompagne à ce niveau. Donc, ça, il y a un volet subvention. Il y a un autre volet également qui s'occupe un peu de financement, soit de projets collectifs ou de projets individuels, même si l'État souvent favorise vraiment les projets collectifs. On le comprend, c'est pour que ça soit beaucoup plus structurant. Maintenant, ces projets-là, c'est des projets qui sont identifiés en collaboration avec ceux qui sont au niveau déconcentré pour pouvoir accompagner les personnes handicapées au niveau régional. Donc, en finançant leurs activités, ça peut être des activités génératrices de revenus, commerce, agriculture, élevage, c'est selon les régions, c'est selon également les besoins des populations. Alors, à part le volet subvention, le volet financement, nous avons également un autre volet qu'on appelle le volet appareillage. Et là, ce volet-là, souvent, vous savez très bien que ça coûte excessivement cher. Et aujourd'hui, comment doter ces personnes handicapées de fauteuils roulants, comment doter ces personnes handicapées de cannes blanches, comment les doter également de lunettes, comment les doter d'appareils de tout type en fonction des handicaps. Vous voyez, les audios également. Et ce qui fait que là aussi, et même si des efforts sont faits par nos différents États, reconnaissez quand même que c'est vraiment des limites parce que ça coûte très cher. Et parfois même, bon, je le parle juste en tant que quelqu'un qui a fait le terrain, parfois même ce n'est pas adapté. Alors, il y a des fauteuils roulants qu'on peut utiliser dans un hôpital, dans une ville où il y a la route ou bien c'est goudronné, mais vous l'utilisez dans la région où j'étais à Kédougou, ça n'avait aucun sens parce que c'est d'abord des pierres, c'est pas adapté, il fait excessivement chaud, et ce qui fait que même les techniciens chaque fois proposaient même qu'on utilise même des moteurs, que ce soit motorisés avec protection du soleil. Donc ça, nous le faisons, mais quand même, c'était vraiment limite. Imaginez également, si je prends juste l'exemple des fauteuils roulants, j'imagine que ça change, hein, je parle juste quand même pour vous donner un aperçu, parce que ça coûte très cher, l'État a vraiment fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là, surtout la Direction générale de l'action sociale, mais comme ça coûte cher, vous avez 5 fauteuils ou 6 fauteuils par région, ce qui fait que vous avez même des difficultés d'abord pour répartir ça au niveau de vos départements et ou bien au niveau des associations. Mais c'est vrai que ça, c'est l'État, mais également, il y a des efforts qui sont faits par les collègues qui sont au niveau déconcentré et vraiment la FESAF et les ONG qui viennent en appui à l'État, en accompagnement par rapport à ce matériel-là. Il y a aussi la coopération bilatérale. Je me rappelle, par exemple, quand je suis juste arrivé à Dakar, il y avait presque 1000 fauteuils roulants que Seigne Abdou Karim Mbacké avait acheté pour le compte, bien sûr, par le trichement de notre collègue qui était au niveau de Mbacké, parce qu'il voulait appuyer les personnes handicapées. Il a demandé à Khadim. Khadim lui a dit, comme vous avez la possibilité de commander, vraiment, si c'est possible, commander les fauteuils roulants. Et ça nous avait vraiment donné beaucoup une bouffée d'air parce que nous en avons reçu beaucoup au niveau de chaque région, parce que lui qui avait commandé, c'est lui qui avait payé également la manutention, le transport. Pour moi, il y a des gens qui font dans ce sens-là. Alors, un autre pilier également, c'est le pilier de la santé. J'avais dit tout à l'heure que c'est des gens qui sont dans des difficultés sur le plan de la santé. Et il y avait un petit appui sur le plan médical. Même là aussi, c'était... Allô? Allô? Ah, Oui. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Ah, d'accord, il faut désactiver votre micro, monsieur. Voilà, c'est ça. Donc, je termine par rapport au pilier. Il y a également la santé. Il y a également la formation professionnelle. Et là, quand même, en tant que quelqu'un qui a fait la pratique, moi, vraiment, chaque fois, j'avais recommandé à ce
qu'on augmente l'enveloppe destinée à la formation professionnelle. Parce que c'est quelque chose de concret. Ça avait permis à nous autres de prendre les jeunes handicapés et de les amener dans des formations pratiques. Moi, j'en ai amené à l'époque au lycée technique pour des formations de 6 mois sur l'électricité, des formations de 6 mois sur la plomberie, sur l'étanchéité. Et je voyais vraiment que c'est des choses concrètes. Ou bien même au niveau des CETEF, les CRETEF maintenant, à l'époque, tous les enfants handicapés qui avaient fait la restauration, la coiffure, vraiment commencé ils ont quitté la rue pour se retrouver dans leur propre entreprise. Et ce volet-là me semble extrêmement important et qui mérite vraiment d'être renforcé. Donc, voilà quelques volets qui sont liés un peu au programme national que nous avons. Maintenant, alors, à partir de 2015, vous savez très bien que l'État avait lancé, il faut que j'en parle avant même de terminer, ce qu'on appelle la carte d'égalité des chances. Hein. Alors, cette carte-là a été lancée avec, à l'époque, un objectif de 50 000 cartes que nous devions produire pour les personnes handicapées. Maintenant, il y avait un préalable. Il y avait au moins, il fallait que les médecins certifient un peu que cette personne est handicapée. Donc, vous voyez, premier biais, alors que le handicap n'est pas seulement médical, mais comme il fallait d'abord avoir une liste de médecins agréés. Et certains médecins, même, on avait des difficultés parce qu'ils n'avaient pas de connaissances par rapport au handicap. Il a fallu cette solidarité entre services pour qu'ils puissent comprendre que telle personne est handicapée. Donc ça, cette carte a été mise en place et lancée. Maintenant, il fallait d'abord produire la carte en termes de moyens, parce que ça demandait un peu d'argent, bien sûr, c'est un coût. Et ensuite, également, dans ces cartes-là, il fallait les commander, il fallait des hologrammes, comme nous en avons un peu au niveau de la musique. Et ce qui était demandé, c'est qu'il y avait des services qui devaient, si vous voulez, aller avec la carte d'égalité des chances. Il y avait la santé, on avait dit, comme à l'époque, la tutelle, c'était le ministère de la Santé, qu'on commence d'abord par la santé. Ça veut dire que les personnes handicapées détentrices de la carte puissent accéder, si vous voulez, à nos structures sanitaires. Et ils ont commencé, bon, avec quelques difficultés. Et ensuite, maintenant, la couverture sanitaire universelle étant prise, il fallait également les enrôler dans la carte d'égalité, du moins dans la couverture sanitaire unique universelle. Il fallait également les accompagner dans l'éducation. Autrement dit, faire en sorte qu'ils puissent accéder à nos systèmes éducatifs. Bien sûr, qui devaient être également réaménagés en octroyant des bourses de formation. Donc là aussi, ça avait commencé, mais ce n'était pas effectif également à 100%. Maintenant, c'est les deux qui avaient commencé et les autres vraiment n'étaient pas effectifs. Il y avait aussi le transport, j'ai oublié. Le transport également, là, ce n'était pas effectif au niveau national et au public, mais vraiment, il fallait saluer également, si vous voulez, Dakar Demdik à l'époque avec l'ancien DG qui avait vraiment compris les enjeux et qui avait accepté vraiment de prendre que ces personnes handicapées qui étaient détentrices de la carte d'égalité des chances puissent vraiment utiliser Dakar Demdik. Et il était même allé plus loin en recrutant certains au niveau de la boîte, comme certains hôtels également l'ont fait. Donc, c'était effectif, plus ou moins dans le secteur de la santé, plus ou moins dans le secteur de l'éducation, plus ou moins dans le secteur du transport, avec bien sûr des limites, beaucoup de manquements, mais les autres secteurs n'étaient pas également pourvus, ce qui fait que le combat avait continué au niveau des associations des personnes handicapées et au niveau de tous les militants également des droits humains. Donc, voilà la carte qui est mise en place, le programme de la réhabilitation à base communautaire. Maintenant, au niveau local, pour rappeler, il fallait seulement faire des enquêtes sociales par rapport au handicap. Ensuite, il y avait un dossier, il y avait une commission au niveau de chaque région, chaque département, chaque commune. Et ensuite, maintenant, c'est envoyé au niveau national pour que la carte puisse s'établir. Et on est allé même plus loin avec les bourses de sécurité familiale pour les enrôler. Donc, parce que là aussi, malgré que certaines personnes ne soient pas enrôlées et qu'elles respectaient, bon, ça se comprenait, hein, parce qu'il y avait un discours du président de la République, je crois c'est au mois d'avril, qui disait qu'il faut enrôler toutes les personnes handicapées dans les bourses de sécurité familiale et dans la CMU. Donc, elles étaient dans le droit de réclamer l'enrôlement, même si la faisabilité technique, même si financièrement ça ne tenait pas. Donc, vous comprenez. Et je pense que là, en tant que quelqu'un qui a pratiqué le terrain, je pense que si la question va être réglée, il va falloir que dans notre registre national unifié, qu'on puisse
de façon très claire, faire en sorte que, en fonction du degré de vulnérabilité, en fonction des critères qui seraient définis, que toutes les personnes qui sont dans le risque soient tout simplement enrôlées de façon automatique pour éviter également, vraiment, c'est souvent elles rencontrent beaucoup de difficultés d'abord en termes d'information au niveau de certaines structures pour avoir est-ce que pourquoi on m'a coupé ma bourse, pourquoi je ne suis pas enrôlé, parce que à l'époque, on enrôlait par génération. Et ceux qui fréquentaient nos structures de l'action sociale avaient l'information, mais les autres, parfois, elles ne comprenaient pas, c'était un peu difficile. Et c'est à juste raison. Hein. Donc, voilà un peu les stratégies qui sont mises en place. Et je pense que aussi, parmi ces acteurs-là, tout à l'heure, j'ai parlé de la FESAF, j'ai parlé également de la Direction générale de l'action sociale, qui est en train, en tant que bras technique de l'État, en train de mettre en place vraiment ce programme de la RBC, en train également de faire un travail de tutant. Bon, récemment, ils ont recensé les décrets qui sont pris par l'État, les 2 ou 3. Et ils sont en train également de lister tous les autres décrets. Et je pense qu'ils sont dans le processus, les 11 autres, c'est déjà prêt. Et ils sont en train de circulariser pour que ça soit vraiment pris. Et je pense que le décret le plus prégnant, en tout cas, quand j'écoute un peu les membres de la FESAF, c'est vraiment l'autorité qui devait prendre en charge les personnes handicapées et qui est prévu dans la loi d'orientation sociale. Maintenant, si on met en place cette haute autorité qui sera une instance placée peut-être à la présidence ou à la primature, où tous les ministères seront, mais bien sûr que les membres de cette fédération, les membres ou non membres soient représentés, je pense que c'est là où on aura une vision globale des handicaps, c'est là où on va prendre vraiment toutes leurs préoccupations. Donc, je sais qu'ils sont en train de faire un peu de lobbying par rapport à cette autorité-là. La direction générale également est allée dans le même sens. Et également, je pense qu'au niveau de la FESAF aussi, et nous avons vu que chaque fois, depuis le début avec Souyarma, il y a beaucoup de séminaires, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de lobbying que la FESAF faisait vraiment pour qu'on puisse prendre en compte leur prise en charge. Et aujourd'hui, ce legs-là, historique de Yanma et son équipe, est en train d'être perpétué par le nouveau président Moussa Thiaré, avec des programmes de Site Saver, par exemple, que je connais, parce qu'ils sont en train de parler un peu de handicap et changement climatique. Le financement a commencé déjà avec les personnes, les jeunes. Déjà, c'est déjà important. Ils ont également, je pense, financé la participation politique, c'est très bien déjà. Et je pouvais même parler aussi, si vous voulez, du comité, et le comité des femmes, dirigé à l'époque par notre doyen Daga. Et je pense que ce comité-là a beaucoup aidé les femmes au niveau national en termes de capacitation, en termes de formation, en termes d'accompagnement sur leurs projets et programmes. Et elles ont même eu à travailler avec le gouvernement canadien qui les a aidés un peu dans la communication, mais également dans le management de leur organisation. Si aujourd'hui, vous voyez que les femmes se positionnent, certainement, pour moi, c'est dit à ce renforcement de capacité, à cet accompagnement au niveau national. Et je veux terminer aussi par les collectivités territoriales. Là aussi, n'oublions pas que le handicap, c'est une compétence transférée. Et là aussi, il y a, bon, transféré, oui. Il y a des collectivités territoriales qui comprennent les enjeux, qui accompagnent, qui appuient, qui donnent les subventions en collaboration avec les unions régionales et les services déconcentrés. Mais là, c'est extrêmement difficile. Il va falloir que le plaidoyer continue parce que beaucoup de structures ne financent pas. Parfois, ils gèrent ça. Et véritablement, vous vous demandez sur quelle base juridique ou sur quel texte. On y peut absolument. Bon, je suis désolé de dire que souvent, on n'y pouvait absolument rien. Donc, vous ne pouvez faire que le lobbying. Moi, en tant que technicien, la stratégie que j'avais adoptée dans la région où j'exerçais, c'était en collaboration avec l'ARD de me faire inviter lors des débats d'orientation budgétaire des mairies pour leur expliquer un peu c'est quoi le handicap, quelles sont leurs difficultés et comment les prendre en charge. Et véritablement, j'avais vu que certains maires ont compris et je suis heureux de voir que c'est une tradition qui est perpétuée par beaucoup de maires de la région du Kédougou. J'étais maire Dakar, vraiment, quand je suis arrivé ici, vraiment, votre capitale là,
c'était extrêmement difficile. Donc, je pense que les collègues sont en train de faire le plaidoyer, mais certainement la FESAF, même votre laboratoire, ou l'Université Gaston Berger, pourrait continuer un peu dans ce sens-là, pour montrer que les acteurs sont nombreux. Et là, je vais quand même terminer par mon école, comme je suis à l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Je rappelle que nous aussi, au niveau de notre école, au niveau de notre école, nous sommes, nous sommes en train de, nous avons une filière formation et réinsertion des personnes handicapées. Nous formons des travailleurs sociaux véritablement qui font beaucoup dans la psychologie de l'enfant, du handicap du moins, qui également comprennent, si vous voulez, les programmes des personnes handicapées et qui se retrouvent vraiment dans les organisations et qui sont en train de nous donner de grandes satisfactions au niveau de notre pays, franchement. Donc voilà un peu, Madame, Messieurs les membres du laboratoire et chers internautes, chers professeurs de l'Université Gaston Berger, voilà ce que je tenais à présenter et comme élément, et je reste à votre disposition vraiment pour les contributions, mais également les questions qui pourraient nous enrichir. Et désormais, je vais me connecter à tout ce que vous faites au niveau de ce laboratoire-là qui m'intéresse à plus d'un titre. Merci de votre aimable écoute. Merci beaucoup, M. Mbou. Nous vous remercions vivement pour cette présentation brillante, riche en informations, en chiffres et en exemples. Allô? Voilà. Je disais que nous vous remercions vivement pour cette présentation brillante, riche, merci. Et riche, oui, en informations, en chiffres et en exemples. Nous allons à présent entamer la deuxième partie de notre séminaire qui sera consacrée à une séance de questions-réponses. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via le chat. Les participants qui souhaitent également s'entretenir directement avec M. Mbou, ils peuvent lever la main et la parole leur sera accordée. Bonjour, moi aussi, je voudrais intervenir. Merci. D'accord, il faut d'abord lever la main. D'accord, merci Madame Claudinette Ngom. Vous avez la parole. Allô? Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci. Je tenais d'abord à remercier l'ASPAD pour l'organisation de ce séminaire. C'est vraiment d'une grande importance sociale et politique. Mais aussi, je remercie Monsieur Abdoulaye Mbou, qui est un prof, parce que j'ai été formée là-bas à l'École nationale des travailleurs sociaux. Et dont ce parcours m'a permis de mieux comprendre l'une des enjeux liés à l'action publique, à la protection sociale, mais aussi à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc, sans plus tarder, je me réjouis de poser une question à Monsieur Mbou concernant les personnes handicapées. Parce que nous avons vu que malgré l'existence de ces politiques dont il a fait mention et des programmes mis en faveur des personnes handicapées, comment est-ce qu'on pourrait expliquer en quelque sorte l'accès effectif aux soins et aux équipements adaptés, mais aussi à l'éducation et à l'emploi qui reste encore limité pour beaucoup de ces personnes handicapées? Parce que nous voyons en quelque sorte une certaine différence entre les textes et ce qui est vécu réellement chez ces personnes qui sont handicapées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Mbou, vous pouvez répondre. Ah, d'accord. Ouais. Voilà, merci Claudinette. Voilà, merci vraiment d'avoir participé. C'est vrai que ça fait un peu longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait plaisir de retrouver les anciennes étudiantes qui ont fait peut-être les beaux jours de cette école et qui se retrouvent dans les organisations non gouvernementales ou dans les structures de l'État.
Alors, effectivement, merci d'avoir posé la question et de parler un peu de l'action publique, de la protection sociale, d'accompagnement des personnes handicapées. Maintenant, ce qu'on note, bon, c'est vrai que un peu, c'est pas seulement quelque chose de spécifique au Sénégal, hein, même si les gens disent que nous sommes champions en la matière. C'est vrai qu'il y a les lois que nous votons, c'est pas seulement dans le domaine de la protection sociale. Il y a beaucoup de lois que nous votons dans notre pays, mais dont l'effectivité pose véritablement problème. Je peux donner l'exemple de la mendicité, l'exemple de la loi sur la loi agro-silvopastorale. Vous voyez, beaucoup de lois c'est vrai que prises. Pour moi, c'est déjà bien parce que ça veut dire qu'il y a des acteurs qui ont mené le combat et qui sont parvenus à faire du lobbying jusqu'à ce que ça aboutisse au niveau de nos décideurs. Maintenant, l'effectivité, effectivement, ça pose tout le temps problème. Parce que on vote les lois, les plaidoyers sont faits et malheureusement, ce n'est pas effectif. Je donne juste un exemple. Si on avait la possibilité de rendre effectif tous les services offerts par la carte d'égalité des chances, certainement, peut-être que les problèmes vont diminuer. Mais vous voyez que c'est déjà même l'effectivité au niveau de la tutelle pose problème, à plus forte raison quand vous êtes dans d'autres secteurs. Donc, pour vous dire que c'est vrai, il y a vraiment un fossé entre les lois, entre les textes et leur application. Ça, quand même, c'est le problème des pays africains, particulièrement du Sénégal. Mais pour moi, déjà, il ne faut pas se décourager. C'est déjà un grand pas. Je parle en toute connaissance de cause parce que souvent, je taquine les jeunes handicapés souvent que je rencontre. Que souvent, ils sont très revendicatifs. Je dis, attention, ça vous semble facile que maintenant que vous avez la loi, que vous avez la carte, mais il faudra savoir que c'est vos devanciers, vos doyens qui se sont battus pendant des années et des années pour avoir effectivement ces avantages-là. Si avantage, bien sûr, il y a. Donc, pour moi, ce qu'il faut retenir en tant que travail social ou bien en tant que chercheur, c'est véritablement un travail décisif. Il va falloir continuer dans la même lancée. Et je pense quand même qu'à un certain niveau, les gens sont en train de comprendre. On a vu des hôpitaux accorder des faveurs aux personnes handicapées. On a vu également des privés aller dans le même sens. Autrement dit, le plaidoyer doit véritablement continuer. C'est véritablement mon point de vue. Mais quand même, le constat, il est là, vraiment têtu, vraiment un fossé entre les textes et l'application. Ça, quand même, et moi, je me dis, c'est pas seulement dans le domaine social, c'est dans beaucoup de domaines. J'ai suivi les agriculteurs en parler avec la loi agro-silvopastorale. La mendicité, elle est là. L'urbanisme est là, le code minier est là, donc il y a beaucoup de textes, hein, mais quand même, je pense qu'il ne faut pas désespérer, il faut continuer dans la même lancée et je pense que les acteurs l'ont compris. Chacun joue sa partition et après, un jour ou l'autre, ça va changer. Aujourd'hui, quand je vois au moins, ne serait-ce que la carte déjà, ça permet d'identifier les personnes handicapées, ça permet d'avoir également des statistiques, ça permet aux planificateurs d'intervenir dans le domaine. Pour moi, c'est déjà bien. Et maintenant, le plaidoyer va continuer. Et il me semble maintenant que les instructions sont données pour qu'on en arrive. Inch'Allah. Merci vraiment à Claudie pour les appréciations et pour la question. Merci. D'accord, merci. Nous donnons à présent la parole à Banda Gay plutôt. Oui, merci beaucoup. Oh. Je voudrais d'abord féliciter M. Mbow. Je suis M. Bandé, donc secrétaire général de l'Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal. Mbow a fait un peu le tour du problème depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Je crois que c'est très clair par rapport à ce niveau. Jusqu'à l'arrivée de la loi d'orientation sociale avec ses 50 articles et une quinzaine de textes d'application, que ce soit arrêté ministériel ou décret présidentiel. En tous les cas, les associations de personnes handicapées que nous sommes, notre rôle c'est un travail de plaidoyer, de représentation, mais de faire en sorte que l'État puisse davantage nous prendre en compte. Le fait de faire signer une loi d'orientation, le fait de demander à ce qu'on puisse faire l'évaluation justement, parce que ça fait quelques semaines, le président en conseil des ministres a demandé qu'on puisse faire l'évaluation de la loi d'orientation, et il le faut d'ailleurs, et la direction, le ministère est en train d'y travailler avec nos autres associations de personnes handicapées. Mais l'un dans l'autre, le problème c'est que nous autres bénéficiaires, donc personnes handicapées, nous devons davantage savoir ce que nous voulons
et faire une démarche de collaboration et d'accompagnement de nos jeunes frères et sœurs handicapés, mais surtout de travailler avec l'État de par ses différentes branches, pas uniquement le ministère en charge de l'action sociale, mais de tous les ministères, parce que le volet handicap est transversal. Donc c'est à l'approche droit qu'il faut simplement tenir pour qu'on puisse demain avoir ces textes-là signés. C'est ça le problème principal, parce qu'il y a le cadre de l'autorité, c'est vrai, mais il y a les autres circuits par rapport au décret sur l'emploi de 15%. Si c'était signé, bon, beaucoup de jeunes diplômés qui ont des formations professionnelles pourraient bien être recrutés par l'État. Demain, si l'État doit recruter 1000, on nous dit le décret est signé, c'est 15%, les 15% de 1000 selon les différentes professions, ça pourrait bénéficier. Sur le plan santé, même chose, transport. Mais c'est des volontés de tel directeur ou tel directeur. Mais l'essentiel ici, c'est qu'on puisse signer carrément un arrêté ministériel ou un arrêté interministériel ou un décret. Ça permettra, ça obligerait tel directeur ou tel ministère d'appliquer ça. Et ensuite, l'autorité qui est là-bas, au niveau de la présidence, puisse veiller et surveiller l'application effective de cette loi. Je pense que c'est une bonne démarche que Mbao a pris de faire l'historique et de faire un peu le passage de beaucoup de gens qui ont pu passer et donner leur partition, et les jeunes qui sont là continuent, il n'y a pas de souci, et nous autres nous accompagnons dans ce sens-là. Et les étudiants, en tout cas, c'est une bonne démarche que vous avez prise pour pouvoir travailler sur ce sujet, et nous sommes là pour vous accompagner, vous conseiller, et félicitations en tout cas encore, M. Mbao. D'accord, merci beaucoup, M. Bandadje, pour cette intervention. Nous allons donner à présent la parole à Mme Ndaifatou John. Madame John, vous avez la parole. Oui, bonjour et merci beaucoup de nous avoir conviés à cette activité qui pour nous est très importante parce que ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble du handicap et de l'action publique au niveau du pays. Et je voudrais en profiter pour féliciter M. Mbao, notre frère Mbao, avec qui nous avons eu la chance quand même de participer pas mal d'expériences. Je m'appelle Madame Ndaifatou John, je suis la directrice d'un cabinet qu'on appelle CASDES, le cabinet conseil en santé, environnement et développement économique et social. Je suis aussi la présidente d'un réseau qu'on appelle Réseau Protection Sociale, Réseau Femmes Protection Sociale de Guédiawaye. Et là, je voudrais juste apporter une contribution par rapport à l'intervention de l'État. Parce qu'en fait, nous disons que si les partenaires interviennent, c'est toujours l'État parce qu'il y a des conventions cadres avec les partenaires, etc. Donc, avec le CECI, à travers son projet Voix et leadership des femmes, il y a eu quand même une occasion de faire l'extension du langage des signes à travers les activités du ministère de la Femme. Désormais, lors des célébrations 8 mars, etc., il y a toujours quelqu'un qui traduit les discours en langage des signes. Ça, c'est avec l'expérience du CCI à travers son projet VLF. Et c'était sous la demande du CFESAF. Et je pense que c'est important de matérialiser ça. Et là, je pense qu'à travers l'accompagnement des femmes handicapées, le CCI a travaillé sur, du moins à travers tout le Sénégalais, du moins sur tout ce qui concerne le renforcement et le financement des plans quinquennaux. Parce qu'en fait, d'habitude, les femmes, à travers les régions, etc., elles remontaient leurs informations ou bien leurs besoins au niveau du CFESAF, qui est une antenne de la FESAF, et qui en profitait de systématiser tous les besoins. Et ce sont ces besoins-là qui constituent un plan quinquennal et que le CCI finançait à travers ce volet. Et ça a permis quand même de renforcer pas mal de femmes candidates aux élections, des élections au niveau des collectivités territoriales, mais aussi au niveau
de l'Assemblée, etc. Donc, là aussi, nous avons pu quand même constater qu'il y a eu pas mal de stratégies qui ont été mises en place pour renforcer l'insertion des jeunes diplômés. Et il y avait même une structure qui avait été mise en place pour renforcer du moins l'insertion des jeunes. Mais je voudrais juste revenir un peu sur les contraintes, les difficultés. Hein. D'accord, il y a du moins il y a une intersectionnalité de l'approche, mais dans la mise en œuvre, il y a quand même des difficultés. Vous avez parlé de l'urbanisme. Je ne vais pas en revenir, mais pour le côté financement, actuellement, les femmes handicapées, à ma connaissance, hein, elles ont des difficultés pour accéder aux banques. Parce qu'en fait, cet aspect n'est pas pris en compte dans la plupart des institutions financières, bancaires. Si vous prenez les femmes de petite taille, elles ont des difficultés même pour accéder au guichet. D'accord, c'est un peu frustrant pour ces femmes. Et je pense que si toutefois il y a un décret, ou bien ça dépend, un texte qui oblige à toutes ces institutions, qui les oblige à prendre en compte toutes ces institutions dans la mise en œuvre de leurs activités, ou bien dans la collaboration avec ces types de clients, je pense que ça pourrait permettre En réalité, il y a des textes, mais c'est l'application qui pose problème. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Madame John, pour cette intervention. Vous avez eu à développer sur les contraintes relatives à la mise en œuvre des politiques élaborées par l'État et surtout sur le plan financier. Vous avez exposé ces problèmes de manière éloquente et pertinente. Vraiment, votre intervention a été de taille. Monsieur Mbo, vous avez des choses à dire par rapport à son intervention? Voilà, les deux. Voilà, merci, Pape. Je voulais d'abord remercier ces deux personnes que j'ai eu la chance de connaître, que ce soit notre doyen Bandadjei. Donc, tout à l'heure, je me plais chaque fois de rappeler ça dans les instances avec les personnes handicapées. Et ça, c'est un choix personnel et orienté. Chaque fois que je suis avec la fédération ou bien avec les étudiants, attention, les mesures qui sont prises par le handicap, la prise en charge ne date pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas qu'au Sénégal, que les gens souvent enterrent l'histoire. Il y a des gens qui se sont battus pendant des années et des années, au moment où les conditions étaient beaucoup plus dures, au moment où il n'y avait aucun moyen. Vraiment, c'était le militantisme et le bénévolat. Donc, c'est maintenant qu'il y a des moyens, certains sont devenus des chargés de preuve. Mais avant, quand il n'y avait rien du tout, il y avait quand même une catégorie de personnes qui avaient le militantisme en bandoulière qui vraiment parcouraient le pays là pour sensibiliser sur la prise en charge des personnes handicapées. Et je pense que Bandadjei en fait partie. Et je pense que Ndeye Fatou aussi vraiment en fait partie parce que aussi elle a accompagné les personnes handicapées, surtout le comité des femmes, dans ce domaine en tant que personne et en tant qu'experte. C'est-à-dire, quels que soient les moyens qu'on vous donne, c'est-à-dire, si vous n'y croyez pas, je vous assure que vous n'allez pas travailler dans ce secteur-là. Et maintenant, par rapport à Banda, je pense qu'il a raison de dire que il faut d'abord que, comme une instruction donnée par le président de la République, qu'on fasse une évaluation de cette loi-là en termes d'application. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Là, je suis d'accord avec lui, qu'on puisse montrer vraiment un diagnostic de l'application de cette loi-là. Alors, il y a également une idée qu'il a développée qui me semble très intéressante, c'est-à-dire qu'il y ait des textes. Regardez par rapport aux 15%. Si il a raison, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai cité quelques directeurs qui avaient une compréhension, qui avaient la volonté, mais effectivement, ça veut dire que si ce directeur-là ou le directeur part, comme il n'y a aucun texte coercitif, il n'est pas obligé d'appliquer. Et maintenant, si nous avons un texte, un décret ou un arrêté ministériel, quel que soit le directeur, il est obligé vraiment de se conformer à la mesure. Je suis d'accord avec lui. Maintenant, l'invite reste sain. Vraiment, je pense qu'il faut que le plaidoyer continue. Il va falloir également que toutes ces personnes ressources-là, je dis souvent aux étudiants qui font leur mémoire ou leur thèse,
je lui dis que vraiment, si vous pouvez décrocher Yatma Fall, il faut courir derrière lui, c'est votre intérêt. Quand il faut aller voir notre maman des Daga, il faut courir derrière elle, il y va de votre intérêt. Bande la même chose. Je dis la même chose également pour Konya qui est au niveau les PAM et les autres, hein, Moussa Kare, Fatkine, tous ces gens qui sont dans le secteur, je dis, c'est à vous de courir derrière eux. Ils vont vous parler du vécu. Ce n'est pas des choses inventées, c'est des choses qu'elles ont vécues. C'est la même chose comme quand vous entendez tout à l'heure des Fatou parler, vous savez très bien que celle-là, c'est des choses qu'elle a vécues, parce que c'est également vu. Donc, je lui rends des Fatou un vibrant hommage par rapport à ça. Et je pense qu'elle a raison de rappeler ce que le VLF avec les Canadiens ont fait par rapport à l'accompagnement des femmes en termes d'extension, mais également d'avoir accompagné des femmes par rapport aux candidats. Et je pense que ça, c'est très important. Si vraiment le cabinet ou bien un partenaire peut aller dans ce sens, ça va très bien parce qu'il y a des élections locales également qui se profilent à l'horizon. Ce serait bien que l'université, vous, votre laboratoire, hein, nous avons, j'ai oublié de dire également au niveau de l'INTSS, nous avons un laboratoire handicap et société. Ce serait bien que vos deux laboratoires collaborent pour des projets comme ça, avec la FESAB, avec Cascades, je ne sais pas. C'est des idées qui me viennent comme ça à l'esprit, qu'on travaille ensemble dans ça. Les contraintes, vraiment, c'est heureux qu'elle mette l'accent sur vraiment les difficultés par rapport aux banques. Ça, quand même, je ne maîtrisais pas tellement. Et oui, j'ai oublié également de parler des petites tailles. Je n'ai pas voulu entrer dans la typologie. Il faudra également qu'on puisse connaître que ces petites tailles-là font partie également des personnes handicapées. Et je pense que la présidente est en train vraiment de déconstruire en participant à des, si vous voulez, au stylisme, des concours de coiffure et autres, et c'est déjà très bien. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'elle est en train de faire, et c'est important à son niveau. Maintenant, bon, comme l'occasion fait le larron, alors des Fatou aussi qui est là, je pense quand même, Pape, hein, vous savez, comme je suis dans une école, et des Fatou à son cabinet, elle est à Guédiouaï, il va falloir que je lui file quand même quelques étudiantes, qu'elle puisse les recruter ou bien les utiliser dans son cabinet, et surtout qui sont à Guédiouaï ou bien à Pikina. Ça, c'est personnel. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Madame Tida Sagna, vous avez la parole. La parole est à vous, Madame Tida Sagna. Madame Tida Sagna. Bon, apparemment... Bonjour. Ah, d'accord. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et merci à M. Mbow et à tous les autres qui ont également amené beaucoup d'éclaircissements par rapport à la situation des personnes handicapées. Alors moi, c'est Tida Sagna, je suis assistante sociale nouvellement diplômée, sortie de l'INTSS. Et actuellement aussi, j'écris mon mémoire en master sur les personnes, sur les jeunes femmes en situation. Donc, si on va de son dire ces jeunes personnes travailler avec les associations des handicapés qui sont dans les différents du département de Guédiawaye. Et il s'avère que le nombre qui s'y trouve est encore très petit par rapport à ce qu'on appelle un échantillon assez fiable ici au département de géographie. Donc, puisqu'ici, il y a des experts en matière de personnes handicapées, j'aimerais qu'il y ait quelle méthodologie le nombre de formations par rapport à Allô? Allô? Oui, Pape. Bon, je pense que c'était un problème oui, c'est ça. de connectivité. Monsieur Ouédraogo avait tout à l'heure levé la main. Monsieur Ouédraogo, oui. Voulez-vous prendre la parole ou bien? Pape, excusez-moi, Pape, est-ce que je peux avoir le résumé de ce que tu as dit?
Je passe bon, c'était un problème de connectivité, hein? Ah, d'accord. Oui. Monsieur Drago, vous avez levé la main ou bien vous ne voulez pas prendre la parole? Bon, s'il n'y a pas d'autres intervenants. Bon, voilà. Madame Ndeye Dagué, bon, je profite de l'occasion pour dire que c'est lui qui m'avait mis en rapport avec Monsieur Mbow. Elle avait aussi animé une excellente conférence ici la fois passée et nous sommes très heureux, voilà, de la compter parmi nos intervenants. D'accord. Madame Ndeye Dagué, vous pouvez prendre la parole. Pour féliciter pour les thèmes importants que vous choisissez et aussi vraiment féliciter M. Mbow vraiment pour son intervention qui a été claire, vraiment bien détaillée. Il a vraiment abordé tous les points concernant le sujet, machallah. Donc vraiment le féliciter et vous témoigner que lui aussi c'est un grand militant vraiment du mouvement des personnes handicapées. Il a beaucoup accompagné les personnes handicapées en général, mais surtout le comité des femmes de CFPESAF, comme Ndeye Fatou qui vient d'intervenir vraiment. On a beaucoup travaillé sur la question des femmes handicapées. Parce que comme vous le savez, les femmes handicapées sont doublement vulnérables en raison de leur état de personnes handicapées, mais surtout en raison de leur état de femme. Ce qui fait que vraiment, elles vivent plusieurs obstacles. Et c'est l'occasion aussi de remercier tous les partenaires du comité des femmes, qui sont présents sur la plateforme pour vraiment accompagner les femmes sur plusieurs points. On a parlé tout à l'heure de l'adaptation à base communautaire. Je crois qu'il serait aussi important en termes de recommandations que ces programmes puissent prendre en compte le volet genre et handicap. Parce qu'en matière, par exemple, en matière de chaises roulantes, d'aide technique, il faut dire que des fois, les besoins des femmes sont encore plus spécifiques. Il faut que la recherche puisse vraiment être mieux orientée dans ce sens-là pour qu'on puisse vraiment prendre réellement en compte les besoins spécifiques qui sont liés à l'état de femmes et de personnes handicapées. Je crois que là, c'est important. Et remercier aussi vraiment les partenaires du comité des femmes, des personnes handicapées en général, mais du comité des femmes que je connais le mieux. Parler du CECI, Ndeye Fatou l'a bien dit. Je crois qu'en termes d'approche, en termes d'organisation, si le comité a atteint aujourd'hui un certain niveau, avec à sa tête la nouvelle présidente Khadiba, c'est parce que le projet Voix et Leadership des femmes, initié par le CECI et financé par le Canada, ce projet a beaucoup accompagné les femmes handicapées en termes d'organisation, en termes d'élaboration de stratégies, en termes d'élaboration de manuels, etc., etc. Et surtout, comme elle a si bien dit aussi, en termes d'inclusion, de mettre tout en œuvre vraiment pour que l'inclusion soit de mise. Donc, je crois que il y a d'autres partenaires aussi, parce que quand on parle de santé, les femmes handicapées, elles ont des besoins spécifiques en matière de santé de la reproduction. Et l'organisation internationale Budget Partnership a beaucoup accompagné dans ce sens-là. Je n'oublierai pas Handicap International, dont je suis membre du conseil d'administration aussi, qui est en train de travailler aussi sur un nouveau projet qui porte sur la voix des femmes handicapées. Donc, encore une fois, M. Mbow, merci encore pour ce texte bien exposé et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Madame Ndeye Dagué. Bon, pour son intervention,
Elle nous a dit que les recommandations doivent être prises en compte dans les politiques publiques, notamment la dimension genre et handicap, pour pallier la vulnérabilité des personnes handicapées. Monsieur Mbow, vous avez la parole. Monsieur Mbow. Monsieur Mbow. Je pense que Monsieur Mbow... Allô? 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 Oui, oui. Vous m'entendez? On avait une coupure d'électricité là. Ah, d'accord. Bon, nous allons prendre, bon, je pense que ce sera la dernière question. Ouais, je crois que c'est mieux, voilà. Oui, comme ça, après, on va clôturer. Ouedraogo Aimé Abdul Kader, vous pouvez poser votre question. Ok, merci bien. Bonjour et encore toutes mes félicitations au conférencier pour la concision et la clarté de son propos. Je voudrais juste m'informer sur l'expérience sénégalaise en matière de recensement ou d'identification des personnes en situation de handicap dans le cadre donc de la réadaptation à base communautaire. Comment vous procédez? Allô? Allô? Voilà, d'accord. C'est bon? C'est bon, oui. Voilà. Alors, Allez, merci donc, oui. Alors, merci donc à notre ami Ouedraogo pour sa question. Alors, au départ, je disais qu'au niveau des services déconcentrés de l'action sociale, nous faisions des enquêtes sociales et à travers des associations, à travers nos propres expériences, il nous arrivait de recenser les personnes handicapées qui passaient au niveau de notre service. Maintenant, comme il fallait aller vers la carte d'égalité des chances à un certain moment, au niveau même des associations, on commençait à remettre en question, si vous voulez, les statistiques, parce que parfois c'est très difficile d'avoir des statistiques sur la question, parce qu'il y a des normes, il y a des normes françaises ou bien pas américaines, et à un certain moment, il y a le modèle de Washington, je crois, et au niveau de la Direction générale de l'action sociale, puisqu'il y avait beaucoup de revendications, il a été demandé à l'ANSD de se rapprocher de la Direction générale, de se rapprocher également de la Fédération pour qu'on puisse définir les critères qui permettent un peu d'identifier ces personnes handicapées-là. Et je pense qu'on avait simplifié en partant tout simplement des critères physiologiques, mais de recenser pratiquement tous les gens qui avaient des difficultés de marcher, des difficultés de parler, des difficultés également d'entendre. Et là, c'est à partir des fiches d'identification d'un recensement général que c'était incorporé bien sûr dans le document de l'ANSD où les gens étaient obligés de faire ce travail-là au niveau national. Maintenant, arrivé au niveau déconcentré, maintenant aussi, c'est à peu près la même chose que nous faisons au niveau de nos services. Donc voilà un peu ce qui est utilisé. Maintenant, une fois recensé, vous avez les bases de données au niveau de votre service et comme vous travaillez avec les organes locaux, c'est ça que vous utilisez pour un peu élaborer vos politiques, vos programmes, ou un peu d'orienter tous les intervenants qui doivent agir un peu au niveau de vos ressorts territoriaux. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question-là. D'accord. Bon, maintenant, M. Mbow, vous avez la parole pour conclure. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas tellement entendu Tida, donc Tida aussi fait partie de nos meilleures étudiantes. Elle continue également ses études au département de géographie et également à Guédiawaye. Et merci donc à tous les étudiants qui ont suivi ce séminaire. Merci également à PAP qui a facilité tout ce contact-là et à votre laboratoire. Et je pense que ça va être un début de partenariat et qui va continuer. Et à chaque fois, je vous marque ma disponibilité, bien sûr, par rapport aux questions
que je semble un peu maîtriser au niveau social, pour partager avec vous ma petite expérience en la matière, tout en remerciant tout le monde vraiment de la présence. Merci. D'accord. Merci beaucoup à M. Mbow et à l'ensemble des participants de nous avoir gratifié voilà, d'un séminaire de haute fracture, de haute facture plutôt. Bon, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain dans un autre thème. Merci à tout le monde.